Et merci encore à tous nos différents intervenants de ce jour pour la richesse de leurs interventions. Merci à vous tous également de la qualité de votre écoute et de votre participation. J'espère que ce colloque vous aura intéressé. J'espère aussi qu'il aura su pointer les axes essentiels sur lesquels prochainement le législateur pourra avoir la sagesse de se concentrer. Je laisse la parole à Alexandre Judiaris, notre délégué général, que vous connaissez tous ici, à qui il revient la lourde tâche de conclure cette journée. Merci. Merci à tous. Oui, vous m'entendez? Oui, merci à tous. Merci Guillaume pour cette journée d'animation de ce colloque. Alors, il me revient la tâche assez compliquée de conclure cette journée et de synthétiser tout ce qui a été dit. Je vous rassure, je vais tâcher d'être plus court que tout ce que nous avons pu entendre aujourd'hui parce qu'il y a eu énormément de choses très intéressantes qui ont été dites, de très nombreuses propositions qui ont été avancées pour réformer notre système judiciaire et c'est heureux puisque c'était notre objectif. Je voudrais rapidement remercier effectivement l'intégralité des intervenants qui ont participé à ce colloque aujourd'hui, victimes, élus, magistrats, avocats, policiers, criminologues. Nous avons réussi à réunir la quasi-totalité des intervenants de la chaîne pénale dans le cadre de la justice des mineurs et nous en sommes très heureux parce que c'est le fondement même de ce que nous essayons de faire à l'Institut pour la justice. Je voudrais adresser un remerciement tout particulier à monsieur et à madame Marin, que j'ai eu l'occasion de rencontrer maintenant il y a plusieurs mois. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que ce que vous avez vécu et la force de votre témoignage nous oblige et je vous le dis très sincèrement, grâce à vous, nous gagnons davantage de sens dans ce que nous faisons au quotidien. Et c'est pour nous très important de pouvoir compter sur vous. Alors merci infiniment. Deux derniers remerciements, rapidement. Remercier toute l'équipe de l'Institut pour la justice, parce que j'ai rarement l'occasion de le faire, notamment devant du public. Merci pour tout ce que vous faites au quotidien, pour votre engagement, pour votre dévouement, pour la qualité de votre travail. Merci aussi à notre présidente de nous apporter beaucoup de fraîcheur et de volontarisme. C'est vraiment très agréable de pouvoir travailler au service d'une justice qui soit plus ferme et plus efficace. Enfin, vous remerciez, vous, membres et sympathisants de l'Institut pour la justice, parce que si nous pouvons agir, c'est uniquement grâce à vous. Je pèse mes mots. Si nous sommes écoutés, crédibles et que nous pouvons continuer à agir, c'est d'une part parce que vous êtes nombreux à être derrière nous et d'autre part parce qu'il y a parmi vous des gens qui nous donnent de l'argent et que sans cet argent, nous ne pourrions pas continuer à agir. Donc je voulais absolument vous remercier. Je le dis d'autant plus que c'est la suite de mon propos. Pourquoi nous avons voulu organiser ce colloque? D'abord parce que, vous le savez, vous l'avez entendu, une réforme de la justice des mineurs est en cours, est en préparation à la chancellerie. Nous aurons évidemment l'occasion, en tout cas très certainement, de nous y opposer, à moins que le projet change, mais pour ce que nous avons pu en voir jusqu'à présent, nous y sommes opposés. Parce que, cela a été dit, ce texte va dans le mauvais sens, notamment et en particulier, je le crois, parce qu'il n'a pas compris que l'essentiel dans le cadre de la justice des mineurs, c'est de répondre efficacement et surtout très rapidement aux faits qui sont commis. Et là, le texte qui est en préparation va précisément à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Je vais essayer d'être très rapide, j'avais prévu de dire beaucoup de choses, mais je vais synthétiser. Pourquoi ce texte n'est pas bon? Parce qu'il est idéologique. Et c'est le problème fondamental contre lequel nous nous battons depuis de nombreuses années, c'est l'idéologie dans le domaine de la justice. Il faut en finir, il faut en sortir, parce que plus personne n'accorde d'importance à des propos qui sont caricaturaux ou outranciers, quels qu'ils soient d'ailleurs, mais il faut faire preuve de pragmatisme. Et plutôt, et c'était notre démarche aujourd'hui, plutôt que de simplement nous opposer, nous avons souhaité proposer. Parce que il y avait notamment avant la réforme pénale du gouvernement, il y avait eu une conférence de consensus. L'Institut pour la justice n'avait pas été invité, malheureusement. Mais bon, nous avons souhaité aujourd'hui devancer cette démarche, inviter de très nombreux experts de très grande qualité, pour pouvoir dire au gouvernement, écoutez, maintenant vous avez une parole alternative. Vous avez des experts de grand niveau qui se sont succédés pour vous apporter beaucoup de solutions. J'ai un espoir raisonnable sur le fait d'avoir été entendu par la chancellerie, mais au moins, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Rapidement, parce que cela a été longuement développé, revenir sur quelques points de constat concernant notre système judiciaire et la justice des mineurs. Il est temps que notre
peut-être notre classe politique, mais pas seulement, ouvre les yeux sur ce qui se passe dans ce pays et sur l'exaspération des Français à l'égard de leur système judiciaire, parce que la justice, c'est l'un des fondements de l'État et l'un des fondements de notre vivre ensemble. Et si les Français ne sont pas satisfaits de leur justice, si cette justice n'a pas les moyens de fonctionner correctement, on met en péril la légitimité même de l'État. Je n'en reviendrai pas sur les constats qui ont été faits par Yves Marican ce matin, mais il y a urgence à agir. Maintenant, plus spécifiquement sur les problèmes de notre justice des mineurs. En 2013, ce sont les derniers chiffres connus, il y a eu 234 000 mineurs qui ont eu affaire à la justice. Eh bien, pour un quart d'entre eux, leur affaire a été classée sans suite. Ce qui ne veut pas dire que, d'une part, ce classement n'était pas légitime, mais il faut bien comprendre que derrière ce quart d'affaires classées, il y a des victimes, il y a des réalités humaines qui sont vécues. Et c'est insupportable pour une victime, même si les éléments ne sont pas suffisamment forts pour pouvoir instruire, eh bien, elle se sent parfaitement bafouée dans son statut de victime. Et donc, ça, c'est un premier constat d'urgence et inquiétant. Il y a effectivement le fait que les mineurs soient surreprésentés dans un certain nombre d'actes de délinquance ou de crimes. Je pense en particulier aux destructions et aux dégradations de biens, ou, beaucoup plus grave, aux viols. La délinquance des mineurs, on l'a dit, est de plus en plus violente et elle est de plus en plus rapide, enfin en termes d'âge, de plus en plus tôt. Mais moi, ce qui m'effraie le plus, et qui a été rappelé à plusieurs reprises, c'est le délai moyen d'une procédure judiciaire entre le fait qui est commis et la sanction qui peut être prononcée. 20 mois. Quand on a 16 ans, et que tout se joue, tous les criminologues vous le diront, entre 14 et 18 ans, tout se joue dans la structuration d'une personnalité. Si la réponse met 20 mois à arriver, on peut déjà être devenu majeur, mais enfin, je veux dire, j'ai même pas besoin d'insister tellement les chiffres sont énormes. Quasiment 2 ans pour avoir une réponse, c'est impossible, c'est inacceptable. Il faut que cela change. Il faut que cela change. Je vous le disais, les Français sont inquiets, ils attendent des réponses fortes et rapides. Et face à ce sentiment d'exaspération, il va falloir sortir d'un discours qui a été tenu pendant trop longtemps sur le sentiment d'insécurité. Ce n'est pas un sentiment. Quand il y a 4 millions, quasiment 5 millions de procès-verbaux qui sont transmis par la police à la justice, ça n'est plus un sentiment, c'est une réalité d'ampleur inégalée dans notre pays et il faut agir, il faut répondre parce que, je le redis, mais c'est important, c'est le fondement même de l'État qui est attaqué quand la justice ou l'ensemble de la chaîne pénale n'est plus crédible aux yeux des Français et évidemment aux yeux des délinquants. Un point de méthode rapidement. Il ne faut s'interdire aucun débat quand on va parler de la question de la justice des mineurs, et c'est ce que nous avons souhaité faire aujourd'hui. S'interdire aucun débat, ça ne veut pas dire être excessif ou outrancier, mais ça veut dire dépassionner les sujets, voir éventuellement ce qui peut se faire dans un certain nombre de pays étrangers. Je pense aussi au Canada, qui est souvent cité en exemple, mais c'est s'inspirer de tout ce qui peut nous aider à améliorer concrètement notre système judiciaire, que ce soit des pratiques très simples ou, à l'inverse, des changements d'ampleur qui nécessitent des lois. Cela a été dit, il ne faut pas forcément passer par la loi. On peut, au quotidien, dans les juridictions, changer les pratiques. Mais pour changer les pratiques, il faudrait aussi changer les mentalités, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors je fais un saut dans ce que j'avais pu écrire et j'essaye d'aller encore plus vite. Quelle est notre conviction ? Quelle est la conviction de l'Institut pour la justice depuis maintenant plus de 8 ans, depuis sa création ? C'est que tout n'est pas perdu. C'est pas foutu. On peut encore changer notre système judiciaire, on peut améliorer le fonctionnement de notre chaîne pénale pour voir la délinquance baisser durablement dans ce pays. Il faut insister sur ce point parce qu'aujourd'hui, les Français sont inquiets, sont en colère, sont exaspérés et ils ont raison, mais ce que nous essayons de faire à l'Institut pour la justice, c'est d'y apporter des réponses qui soient crédibles, qui soient concrètes et qui soient efficaces. Voilà le point que je voulais aborder. Désolé, j'essaye de lire très rapidement mes notes devant vous, mais quelques propositions nous paraissent aujourd'hui indispensables. Je les détaillerai plus tard, mais pour reprendre ce que disait monsieur le professeur Varinard, oui, il est nécessaire de revenir à la suppression des allocations familiales pour les familles dont les enfants sont déscolarisés. C'est une mesure de prévention. Un enfant qui n'est plus scolarisé, c'est la certitude
oui, c'est une certitude de le voir entrer dans un parcours de délinquance parce qu'il n'aura pas la possibilité de s'insérer durablement dans la société. C'est pas simplement pour punir, c'est pour prévenir la délinquance. Je pense que ce dispositif-là peut aussi s'appliquer avec les bailleurs sociaux dans ce qu'on appelle les échanges dans les logements HLM. Il n'est pas normal qu'une famille pose un problème dans ce type de logement et qu'elle pourrisse la vie d'un quartier entier. Il faut ce qui s'appelle le trouble de jouissance. Il faut faire sortir les familles qui posent des problèmes pour permettre aux autres personnes qui sont honnêtes et qui travaillent correctement de vivre dans la sécurité, ce qui est un droit évidemment absolu dans notre société. Sur la question des familles, et ça a été dit, il y a deux profils. Vous avez la famille dans laquelle on abandonne les enfants, et ceux-là doivent être sanctionnés. Je vous ai donné deux exemples. Il y a aussi ceux, et c'est aussi une réalité, dans laquelle les parents sont parfois dépassés par le phénomène délictuel ou criminel de leur enfant. Ils ne comprennent pas ce qu'il a pu se passer, ou à l'inverse, ils ne maîtrisent plus leur enfant. Eh bien, ces familles-là, il faut les aider, il faut les renforcer dans leur autorité, parce que sinon, si on n'associe pas les familles, et cela a été dit plusieurs fois, si on n'associe pas les familles, on a la certitude d'avoir un discours qui peut être contradictoire avec celui de l'autorité judiciaire, et ça n'aura aucun effet. Nous avons vu l'importance d'associer les victimes et les citoyens à la compréhension de ce système judiciaire. Et ça, c'est aussi un combat constant, ancien de l'Institut pour la justice, parce qu'aujourd'hui, la défiance des Français à l'égard de leur système judiciaire, je renvoie encore une fois aux chiffres qui ont été cités par Yves Marican ce matin, plus des 3/4 des Français ne font pas confiance à la justice des mineurs et considèrent qu'elle fonctionne mal. On a là un constat clair que ça ne va pas. Eh bien, il faut, à notre sens, associer les citoyens et les victimes, et c'est ce que l'Institut pour la justice essaie de faire depuis sa création. Mais on ne pourra pas changer ce système si l'on ne, et c'est un point majeur chez nous, en responsabilisant davantage les acteurs, et l'ensemble des acteurs, à commencer par les parents, mais surtout par le mineur délinquant. Responsabiliser un mineur délinquant, c'est le considérer comme un adulte en devenir, comme un individu responsable, et c'est quelque part avoir davantage de respect pour lui que de lui expliquer: mon pauvre petit chéri, c'est pas de ta faute, on va pas te punir, et puis on verra la prochaine fois. Nous considérons que les individus sont responsables, sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'ils ont transgressé la loi et qu'ils doivent être sanctionnés de ce fait. Alors, pour conclure et pour vous dire effectivement que nous considérons qu'il y a de l'espoir, oui, il y a de l'espoir, oui, il y a la possibilité d'améliorer notre système judiciaire et notre justice des mineurs, je voudrais lister, là encore, j'essaye d'être rapide parce que la journée a été longue et que vous voulez certainement rentrer chez vous, mais je voudrais lister quelques propositions. Nous demandons effectivement une augmentation des moyens et des personnels au sein du ministère de la Justice, au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est une évidence, c'est une absolue nécessité. Mais j'allais dire, le quantitatif ne suffira pas. Il faut aussi en passer par ce que j'appellerais du qualitatif. Il faut changer l'état d'esprit. Il faut que l'idéologie qui imprègne peut-être même davantage la justice des mineurs que la justice en général, que l'on sorte de cette idéologie et que l'on fasse preuve enfin de pragmatisme. Quelques mesures nous apparaissent indispensables. Le maintien des tribunaux correctionnels pour mineurs récidivistes, qui ont malgré tout fait leurs preuves et qui sont utiles parce qu'ils s'inscrivent dans un éventail très large de dispositifs. Le maintien de la rétention de sûreté. L'évaluation du fonctionnement des centres éducatifs fermés tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Parce que voilà encore sans doute une bonne idée qui risque d'être gâchée. Les centres éducatifs fermés ont été conçus pour éviter une incarcération en prison pour un mineur, mais ils devaient concerner des profils qui n'étaient pas encore ancrés dans la délinquance. Or, aujourd'hui, on y envoie des délinquants et des criminels qui ont un parcours absolument désastreux, qui sont en plus, j'allais dire, extrêmement mal encadrés parce qu'on a confié à des gens dont ce n'est pas le métier ou qui ne sont pas capables de le faire la gestion de ces centres éducatifs fermés. Il faut réformer ce système pour lui redonner de la cohérence. On l'a vu, les Français, et ils ont raison, sont attachés au renforcement d'une forme d'encadrement militaire à l'égard des mineurs délinquants. Là, je le dis d'autant plus que c'est une proposition qui est œcuménique, on va dire, politiquement. C'est-à-dire qu'à gauche et à droite, aujourd'hui, les gens sont d'accord avec cette idée. Qu'attend-on pour le mettre en œuvre? Qu'attend-on pour développer ce qu'on appelle les EPID, les établissements publics d'insertion par la défense? Ça a été dit plusieurs fois, mais je crois que c'est absolument essentiel, et ça ne concerne pas que les mineurs, mais
c'est une phase d'entrée souvent dans la délinquance, il faut mener une bataille globale et totale contre les trafics de stupéfiants dans notre pays. Parce que c'est aujourd'hui une source d'économie parallèle considérable dans notre pays, parce qu'elle désocialise, parce que quand on consomme des stupéfiants, on passe davantage à l'acte, on arrache le sac d'une dame, on est soumis parfois même à des phénomènes psychiatriques inquiétants. Donc, c'est pas simplement une lubie de gens qui seraient opposés à la gentille consommation de cannabis. Non, il s'agit d'une guerre contre des gens qui mènent des trafics et qui alimentent une économie parallèle considérable dans notre pays. Et tant qu'on n'aura pas mené cette guerre, on ne pourra pas faire diminuer durablement la délinquance des mineurs. On l'a dit, il y a des symboles et les symboles, ça compte. Effectivement, parler de justice des enfants, d'un juge des enfants pour un individu qui a 17 ans, ça n'a pas de sens. C'est un mineur. Alors, c'est un adolescent, mais c'est un mineur avant tout, et ça n'est plus un enfant. Nous considérons qu'il faut revoir la terminologie qui est utilisée dans la justice des mineurs, et donc cela passerait aussi par, mais cela a été dit, la création d'un code pénal des mineurs adapté à la délinquance de 2015, parce qu'aujourd'hui, l'ordonnance de 1945 n'est plus adaptée. Ça a été dit multiples fois, mais un mineur de 1945 n'est pas un mineur de 2015, et donc ce texte qui a été plus de 40 fois remanié doit aujourd'hui disparaître et laisser la place à un texte crédible et qui serait de nature à dissuader les mineurs du passage à l'acte. D'autres mesures, pardon, mais j'essaye de synthétiser. L'évaluation de la dangerosité. Le docteur Coutenceau en a rapidement parlé ce matin, de la dangerosité criminologique, parce qu'on ne traite pas de la même manière un individu qui est dans, par exemple, le déni de son viol avec un individu qui reconnaît qu'il a commis un crime. Ça n'est pas les mêmes profils. Et il l'a mieux développé que je ne pourrais le faire maintenant, mais il est temps. Il est plus que temps que notre pays adopte des outils modernes d'évaluation de la criminologie qui sont utilisés dans la totalité des pays européens aujourd'hui. L'interdiction du cumul des peines et des mesures éducatives, des mesures de sursis à répétition, voilà encore une piste, une mesure très concrète qui parle et qui aura une incidence directe sur les mineurs délinquants. Mais maintenant, j'aimerais conclure et vous laisser enfin retourner chez vous. On le voit, la justice des mineurs est profondément imbriquée, et on s'en doute, avec la délinquance des majeurs. Nous avons souhaité aujourd'hui traiter de cette question en particulier, mais vous le savez, l'Institut pour la justice est très attaché à une réforme d'ampleur, une réforme globale de notre système judiciaire, qui est pour priorité l'exécution des peines, parce que c'est aujourd'hui le problème majeur, le maillon faible de notre chaîne pénale, c'est l'exécution des peines, c'est ce qui engorge nos juridictions, c'est ce qui démoralise le travail des forces de sécurité qui passent leur temps à courir derrière des individus, je pense aux particuliers récidivistes, à courir derrière des individus qui ont été arrêtés X fois et qui n'ont pas exécuté leur peine. C'est l'enjeu majeur, à la fois pour la justice des mineurs et à la fois pour la justice des majeurs, parce que je reprendrai cette phrase qui me paraît tellement de bon sens, mais être sévère et juste à l'égard d'un mineur, c'est le meilleur moyen de le considérer et c'est peut-être le meilleur espoir qu'on peut avoir de le remettre dans le droit chemin, parce que malgré tout, les mineurs, c'est quand même l'avenir de notre société. Et si on n'est pas capable de les remettre dans le droit chemin, on crée une société qui sera pire qu'elle ne peut être aujourd'hui. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire. Vous remercie encore une fois de votre présence, de votre écoute, de votre participation. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion de renouveler ce type de colloque très prochainement. Merci infiniment.